Bonjour Monsieur Collet. Bonjour, bienvenue au congrès de l'Association française de chirurgie. Merci de nous avoir accueillis. Vous êtes le président de l'Association française de chirurgie et c'est dans le cadre de ce poste, entre guillemets, que j'aimerais vous poser 3 questions. Auxquelles je vais tâcher de répondre. Donc la première question, c'est la suivante. Quels sont selon vous les enjeux actuels de la chirurgie ? Alors c'est difficile de répondre en 3 phrases, c'est une question qui est très vaste. On peut voir des enjeux à court et moyen terme. À court terme, pour l'instant, on est extrêmement préoccupé par l'application des directives européennes sur la réduction du temps de travail et notamment du temps de formation de nos autres collègues internes. Actuellement, on y est contraint parce que le gouvernement français est soumis à des pénalités européennes s'il n'applique pas ces lois. Elles ont des conséquences extrêmement importantes sur l'organisation de l'enseignement et de la formation initiale des chirurgiens, également sur le fonctionnement des services, puisque les internes ont une double fonction qui est à la fois de la formation personnelle et aussi du fonctionnement des services. Pour l'instant, il y a d'autres pays européens qui ont mis en œuvre ces réformes, qui sont arrivés pour certains de façon efficace. Pour l'instant, la France y va avec retard et un petit peu l'épée dans le dos. Et c'est à nous d'inventer les meilleures manières pour pouvoir appliquer ces réformes, et de la façon la plus positive possible, et d'en tirer le meilleur parti. Le deuxième point, à mon avis, c'est un point d'ordre technique et plus spécifique à notre spécialité. La chirurgie digestive, jusqu'ici, était une discipline initialement dite ouverte, avec la chirurgie ouverte. Elle est devenue cœlioscopique au cours des années 89-90, avec des interventions qui se font en ventre fermé. Et maintenant apparaissent des interventions qu'on peut faire par endoscopie souple, qui se développent énormément du fait de l'amélioration des performances des endoscopes, de la télémanipulation et du grossissement de l'image. Jusqu'ici, toute la chirurgie souple était réalisée par nos confrères gastro-entérologues avec une sous-discipline de médecins endoscopistes. Mais dans tous ces actes qui sont de nature de plus en plus chirurgicale, il faudra que les chirurgiens intègrent une partie de ces interventions par endoscopie souple à leur activité, car il s'agit véritablement de la chirurgie. Alors il ne s'agit pas d'être en compétition avec nos collègues gastro-entérologues, mais d'intégrer à notre arsenal thérapeutique des actes de chirurgie qui sont faits maintenant par voie souple, endoscopie souple, alors qu'ils se faisaient auparavant par voie chirurgicale ouverte, puis par cœlioscopie. Le troisième enjeu que je vois, ce n'est pas un enjeu de technique, c'est un enjeu de pratique. Pendant très longtemps, on a appliqué un certain nombre de dogmes chirurgicaux qui, dans les suites opératoires, qui protocolisaient, ou du moins qui entraînaient une certaine durée des suites opératoires. Actuellement, pour différentes raisons, on est invité à réduire les durées d'hospitalisation, et ceci pour au moins 3 raisons. La première, c'est la réduction des coûts de prise en charge. La deuxième, c'est le confort des patients, parce qu'ils sont évidemment mieux chez eux qu'à l'hôpital. Et la troisième, c'est qu'il a été prouvé que la réduction de la durée d'hospitalisation entraîne une réduction de la morbidité post-opératoire et des complications iatrogènes. Donc il faut revoir complètement tous les soins périopératoires, et j'insiste sur le terme de périopératoire, qui comporte des soins pré- et post-opératoires, qui permettent, et cela a été prouvé, d'écourter significativement les durées d'hospitalisation et donc d'atteindre les 3 objectifs fixés. C'est une révolution parce qu'il faut revenir sur des dogmes qui étaient appliqués jusqu'ici, dont certains étaient non fondés, uniquement fondés sur la pratique et pas sur les preuves, qu'on revoit les uns après les autres, et on se rend compte qu'on peut revenir en arrière sur énormément d'habitudes qui étaient mises en œuvre uniquement par la force de l'habitude et pas par la preuve. Voilà. D'accord, merci. Donc l'évolution sociétale et en particulier la recrudescence de l'obésité a-t-elle fait évoluer votre exercice ? Oui et non. Oui, parce que l'augmentation de l'incidence de la prévalence de l'obésité
a justifié l'émergence de la chirurgie bariatrique avec de plus en plus d'interventions qui sont faites en France pour aider les gens à perdre du poids. Avec un petit paradoxe quand même, c'est que ce n'est pas en France que l'obésité est la plus importante en intensité et en prévalence, mais c'est pourtant en France qu'il y a le plus d'interventions bariatriques. Donc il y a peut-être des interventions, des indications qui pourraient être vues à la baisse. La deuxième chose, c'est que même dans la chirurgie dite non bariatrique, la prévalence de l'obésité, qui est maintenant importante, n'a pas de conséquences directes. Alors certes, l'obésité est un facteur de carcinogénèse qui est identifié pour de très nombreuses tumeurs, notamment des tumeurs digestives. Donc elle intervient indirectement dans nos pratiques, mais l'obésité par elle-même ne modifie pas les pratiques de prise en charge, en particulier per- et post-opératoire. Il est certain que la pratique de la chirurgie bariatrique, qui conduit à opérer pour obésité des personnes obèses ou gravement obèses, avec des BMI qui peuvent atteindre 60 ou 80 000 kg par mètre carré parfois. Donc la pratique de la chirurgie bariatrique et l'aptitude à pouvoir opérer des gens qui sont de cette taille-là facilite beaucoup, ou démystifie beaucoup toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour les interventions non bariatriques chez des patients également obèses. Sinon, la pratique chirurgicale, les soins per- ou post-opératoires n'ont pas été fondamentalement modifiés par l'incidence de l'obésité. D'accord, merci. Donc la dernière question, quel serait votre argument principal pour convaincre les étudiants à se spécialiser en chirurgie ? C'est que c'est le plus beau des métiers. J'ai eu la chance, moi j'ai une vocation chirurgicale extrêmement précoce, qui remonte au CM1. J'ai fait toutes mes études pour faire de la chirurgie. J'ai eu la chance d'y arriver. J'ai surtout la chance de jamais être déçu et de trouver étape après étape un intérêt à ce métier qui me remplit de bonheur tous les jours. Presque tous les jours, parce qu'il y a quand même des situations qu'il faut assumer et ce n'est pas toujours le bonheur extatique. Mais c'est toujours un très grand plaisir, c'est un très grand bonheur. Et je pense que si on veut être chirurgien, il faut s'y engager pleinement et il ne faut pas y aller de façon tiède du bout des pieds. C'est un engagement personnel complet. J'aime bien répéter cette phrase, on ne fait pas chirurgie, on est chirurgien. C'est une façon d'être, ça vous occupe un peu la tête pendant la journée, pendant la nuit, mais c'est un immense bonheur de le faire. Donc je conseille aux jeunes d'y aller si vraiment ils s'y sentent motivés, et s'ils sont motivés, là ils sont très très heureux. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos réponses et je vous souhaite une bonne journée. Merci, moi aussi.